Voilà. Donc, D'accord. on a abordé la semaine passée, la, physiologie de la membrane plasmique. On a vu le transport et on a dit que le transport à travers la membrane plasmique se scindait en 2, en gros, dans un premier temps, entre le transport passif sans consommation d'énergie, le transport actif avec consommation d'énergie. On a vu que pour le transport passif, c'était, un transport, qui permettait le passage de toutes petites molécules comme l'eau, qui pouvaient on a appelé ça l'osmose, qui pouvait se frayer un chemin entre la bicouche lipidique et passer. On avait dit que c'était un transport lent qui se faisait contre un gradient de concentration, c'est-à-dire toujours, du moins concentré vers le plus concentré, dans le sens où il va diluer et équilibrer. Ce transport tend à l'équilibre. De même, pour le transport de petites molécules, alors on a vu l'eau et on avait dit que ce transport aussi, on pouvait trouver, des molécules qui sont très, très fluides comme les gaz, l'alcool et aussi même des grosses molécules parce qu'elles étaient lipidiques et donc lipides à travers lipides, ben, ça passe, hein. Après, nous avons vu un transport toujours passif, sans consommation d'énergie, mais facilité. Facilité pour des ions, facilité, et pour cette fois-ci, ça sera des ions et on va dire des molécules simples, comme les acides aminés, le glucose, euh, euh, de petites molécules. Et donc, on a vu que là, on l'a appelé facilité. Facilité parce qu'il y a un intermédiaire. Des protéines, ce n'est plus à travers les phospholipides, mais à travers des protéines qui s'organisent en canaux. Dans ce cas-là, c'est pour les ions ou et, on peut dire à travers toujours des canaux pour l'eau. Et là, on l'appellera aquaporine pour montrer que c'est des canaux spécifiques pour l'eau. Et là, la différence, vous allez me dire, mais pourquoi ils empruntent, l'eau emprunte et elle peut passer par les phospholipides, elle n'a qu'à passer par les phospholipides. Il faut savoir qu'à travers les phospholipides, l'eau passe lentement. C'est pas dans l'urgence. Par contre, quand c'est facilité, c'est plus rapide. Si on a besoin d'un apport d'eau, c'est les aquaporines qui les font passer. Voilà, c'est rapide, c'est une réponse à une urgence. Je vous ai donné l'exemple des animaux qui vivent dans le désert, donc c'est désertique, il n'y a pas d'eau, donc il faut ils ont à faire face à ce problème. Eh bien, tant mieux, ces aquaporines existent. Et on a parlé aussi de molécules simples comme le glucose, et c'est facilité par des protéines, d'autres protéines qu'on a appelées les perméases. Et ces perméases, contrairement aux canaux, elles changent de conformation. Elles sont spécifiques, elles se saturent. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, hein, le glucose ne peut pas arriver tout le temps, tout le temps, tout le temps. À un moment, elle ne le fera pas passer avec toute sa bonne volonté. Donc, c'est saturable. Après, on a parlé de transport de macromolécules. Plutôt, on a parlé du transport actif. Le transport actif, on avait vu qu'il se faisait surtout, c'est pour ça que ça demande de l'énergie, ça se faisait contre le gradient de concentration, c'est-à-dire que, on va prendre l'exemple du neurone, c'est le plus étudié, lui, il
pour garder sa DDP à l'état de repos, il a besoin d'avoir une distribution inégale de charge, donc portée par les ions de part et d'autre. Ça, c'est le potentiel de repos. Et pour ça, il utilise une pompe, on l'appelle une pompe sodium-potassium, c'est l'exemple le plus étudié. Et on a vu qu'on avait un passage de potassium et de sodium, c'est un transport antipore parce qu'ils vont dans les sens contraires et il y a consommation d'ATP. Après, on a pris une variante, le cotransport. On a dit que l'ion sodium, quand il passe par le transport actif, il consomme de l'énergie sous forme d'ATP, il génère une énergie électrochimique qui est utilisée par des corps simples comme les acides aminés, comme le glucose, pour passer. Et on a vu le passage de ce glucose en utilisant de l'énergie, mais pas sous forme d'ATP. On l'appelait cotransport ou transport secondaire. Après, on s'est dit, mais comment pour le moment, on n'a pas parlé de macromolécules. Les macromolécules, elles passent par la membrane plasmique, soit en prenant un bout de membrane de l'appareil de Golgi, allez, on va le dire rapidement comme ça, soit, et ça c'est dans le sens exocytose, et après elle fusionne avec la membrane plasmique, elle prend la macromolécule en tant que vésicule qui bourgeonne de l'appareil de Golgi, et elle fusionne avec la membrane plasmique. C'est la même chose, protéines, lipides, ils se reconnaissent, et elle exocyte sa macromolécule. De même, l'endocytose, elle prend un peu de membrane plasmique et elle forme une vésicule, après libre à elle, à la cellule, selon son besoin, de la céder à un autre compartiment. Et dans les deux cas, vous allez remarquer qu'il y a un travail du côté de la membrane plasmique et un repli, voilà. Donc, il y a un mouvement. Et ce mouvement est consommateur d'énergie. Donc, c'est un transport actif. Après, on a abordé la transmission. La cellule communique avec le reste de l'organisme, avec sa matrice extracellulaire immédiate, et puis avec d'autres organes. Comment? Par des molécules de l'information. Je vous ai dit les molécules de l'information. On a les molécules de l'immunité, on ne va pas les aborder, c'est trop long. On a les molécules les molécules qui, comme les molécules de l'immunité, on les appelle les molécules humorales, à effet humoral, elles sont en spécifique hormonales. Hormonales, on a vu des hormones protéiques, des hormones lipidiques. Les hormones protéiques, si on devait garder une phrase, on aurait dit que les hormones protéiques agissent sur la cellule cible une fois qu'elles sont libérées par la cellule qui les a produites vers la cellule cible. Elles passent par le sang, elles se lient obligatoirement à la membrane plasmique et elles déclenchent une cascade de réactions au niveau de la membrane plasmique parce qu'elle est le premier messager et après, par l'hydrolyse de l'ATP, par l'adénylate-cyclase qui forme l'AMP cyclique, on a un deuxième messager et lui, selon le type de cellule, il répondra. Si c'est une cellule, par exemple, qui produit, qui stocke du glucose, elle va agir, la stimulation va agir sur toutes les enzymes qui ont rapport avec le stockage du glucose.
Si c'est au contraire une protéine, une hormone qui tend à dégrader, c'est toutes les molécules, toutes les enzymes qui tendent à dégrader, à dégrader le glucose, qui seront sollicitées. Après, nous avons vu le cas de l'hormone lipidique. L'hormone lipidique, elle ne se lie pas, elle ne se lie pas à un récepteur de la membrane plasmique. C'est ça qu'il faut garder à l'esprit. Elle rentre, puisqu'elle est miscible dans les phospholipides, elle se ferait un chemin et elle se lie à des récepteurs qui s'internalisent par des pores nucléaires, s'internalisent et selon le stimulus, elle va répondre par une synthèse protéine, elle va solliciter des gènes qui permettent la division cellulaire. Nous avons vu l'estrogène et on a pris le cas où elle sollicite des gènes qui permettent la division cellulaire. Et je vous ai dit, vous pouvez prendre l'action, par exemple, la cellule que je vous ai mis, elle peut être une cellule de l'utérus. Donc, au début du cycle, l'utérus, une fois qu'il a reçu ce stimulus, au début du cycle, je veux dire à partir du 5e jour du cycle, une fois qu'il s'est refait, cet œstrogène libéré par des cellules de l'ovocyte, par la granulosa, vous verrez ça, vous n'avez pas à retenir granulosa, ovocyte, vous le verrez en embryologie, et elle va agir et elle va toucher les gènes, elle va stimuler des gènes qui vont permettre la division cellulaire et on aura une division cellulaire qui va permettre à l'épithélium de l'endomètre de s'épaissir et de permettre une éventuelle nidation s'il y a fécondation. Donc tout ça est une préparation à une nidation. Ça, vous allez le détailler en embryologie. Après, qu'est-ce qu'on a vu d'autre? C'est tout. On s'est arrêté là. Et donc là, on va rester toujours dans les cellules, dans les molécules de l'information. Et cette fois-ci, ce n'est pas des molécules humorales, ce n'est pas des molécules. L'humoral, il touche aux molécules de l'immunité, aux molécules hormonales, de nature hormonale. Donc, nous, on a fait l'hormonal. Maintenant, on va passer aux molécules qui permettent la transmission nerveuse. Comment on appelle ces molécules? On les appelle les neurotransmetteurs. On les appelle aussi les neuromédiateurs. Voilà. Donc, pour ça, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous ai ramené un neurone que vous connaissez, que vous avez fait au lycée. Voilà. Le neurone, voilà, cellule excitable, génère, c'est-à-dire elle produit et transmet le signal électrique, c'est-à-dire le potentiel d'action. Ça veut dire qu'il y a eu stimulation du neurone. Il est formé sur le plan structural d'un corps cellulaire dans lequel il y a le on appelle ça, regardez ici, le péricaryon, tout autour, caryon tout autour du noyau. Péricaryon, qu'est-ce qu'il renferme le péricaryon? Ici, on ne le voit pas. Vous avez le noyau, le noyau, on le voit, hein. Réticulum endoplasmique granulaire qu'on appelle les corps de Nice. Sachez que en TD, vous allez faire. Est-ce qu'on va faire le corps de Nice en TD? En TD, vous allez faire le réticulum endoplasmique granulaire. Au niveau on vous dira, c'est des membranes formées comme des canalicules et tout. Voilà. Sachez, et c'est ça qu'on voit comme réticulum endoplasmique dans toutes les cellules. Par contre, dans la cellule nerveuse, ils ont une forme arrondie, plutôt, ils apparaissent comme des granulations très foncées qui prennent fortement le colorant. Et Monsieur Neal était très content
Nisle ou Nil, était très content. Il pensait qu'il avait trouvé au niveau du neurone un autre organite. C'est vrai, on peut le penser. Le neurone remplit énormément de fonctions qui sont différentes, vraiment différentes des autres cellules. Donc, il a pensé, vu la forme, vu le fait qu'il prend bien le colorant, il s'est dit, ça doit être un autre organisme. Il les a appelés les corps de Nice. Et après, il s'est rendu compte que c'était juste du réticulum endoplasmique granulaire propre aux neurones. Voilà. Et bon, l'appellation est restée, mais c'est du réticulum endoplasmique granulaire particulier. C'est tout. Donc, à l'examen, je pourrais vous piéger la cellule neuronale comporte du REG et des corps de Nil. Ça, c'est un piège. Normalement, je ne dois pas vous le dire. Mais bon, je vous mâche le travail. Après, il y a du REL, réticulum endoplasmique lisse. Pourquoi on l'appelle lisse par rapport au granulaire? Le granulaire, il porte des ribosomes et donc il est voué à la synthèse protéique. L'autre réticulum endoplasmique lisse, ça veut dire qu'il n'a pas de granulation. Il est voué à d'autres fonctions autres que la synthèse protéique. Parmi elles, la synthèse des lipides. Après, vous avez l'appareil de Golgi. L'appareil de Golgi, voilà, il joue un rôle, il continue le rôle du REG dans la maturation et des protéines. C'est lui qui va leur ajouter tous les glucides qu'il faut. S'ils ont besoin d'un phosphate, il va le mettre. S'ils ont besoin d'un sulfate, il va le mettre. Voilà, c'est là. Et une fois qu'elles sortent de l'appareil de Golgi, les protéines sont matures. On sait qu'est-ce qu'elles vont devenir, on sait leur adressage, c'est-à-dire où elles vont y aller. Mais ça, vous allez le développer en TD. Vous avez les ribosomes et vous avez les mitochondries, des vésicules de sécrétion, voilà. Tout est intéressant, mais là, les vésicules de sécrétion, j'ai envie de dire un peu plus, parce que c'est là qu'il y a notre neuromédiateur. Neuromédiateur, c'est comme le GABA, la dopamine, l'acétylcholine. Nous, on parlera surtout d'acétylcholine. Voilà. Après, vous avez ce qu'on appelle, ça, c'est la constitution, c'est les organites qu'il y a dans le péricardion. Dans les dendrites, c'est des petits prolongements du péricardion. Elles sont là, hein, c'est des petites, voilà. Ici aussi, on trouve du réticulum, hein. On trouve des réticulums endoplasmiques granulaires. On trouve des corps de Nisle aussi, hein. Après, on vous dit, elles amènent l'information du neurone corps cellulaire vers, elles amènent, et après, je continue dans l'axone. Dans l'axone, vous avez prolongement, c'est un prolongement unique, regardez, c'est ici, avec après des ramifications très fines, jusqu'à avoir des petites boursouflures. Ça, c'est les terminaisons nerveuses avec des boursouflures ici. C'est boursouflé, c'est enflé, c'est la fin, les parties terminales de notre neurone. Voilà. Et c'est elle qui véhicule l'information, tap, 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 pour aller vers un autre neurone, ou vers un muscle, ou vers une glande. Voilà. Les neuromédiateurs, ça peut toucher un autre neurone dans le cerveau, en rapport avec le muscle. Voilà, ils vont faire synapse, et on parlera de synapse après, avec le muscle ou avec une glande, une cellule glandulaire. Regardez ici, bon, notre but, ce n'est pas d'étudier le neurone en tant que tel, l'histologie, mais quand même, regardez ici, c'est des cellules qui entourent le neurone.
qui entourent l'axone. Voilà, qui véhicule l'information. Oui. La diapo n'est pas claire. La diapo n'est pas claire. Elle n'est pas claire. Ah, j'ai rien fait. Ah, si je fais ça, elle est mieux? Non, on ne peut pas voir la diapo. Je ne peux pas la voir. Vous n'arrivez pas à voir la diapo? Oui. Oui, moi aussi. Ah, donc c'est particulier à votre camarade qui ne la voit pas. Puisque s'il y a certains qui la voient, ça veut dire que… Parce que de mon côté, rien n'a Moi changé. non plus. Moi non plus, je ne la vois Non, pas. non, je la vois pas. Je pense que tout le monde ne la voit pas. Tout le monde ne la Moi, voit pas? j'avoue. Oui. Ah, Même alors, toi, garçon, Alors, c'est notre problème. donc c'est chez vous, peut-être que vous n'avez pas suffisamment de connexion. Vous êtes combien? 27, 28, il y a certains. Donc c'est propre à la personne qui ne voit pas. Hein? Parce que Je d'ici, pense que elle vient de revenir. Ouais. Ah, d'accord, peut-être. Voilà. Vous n'êtes que 27? Oui. Après, moi, je ne peux pas. Ils ne peuvent pas dire que je ne fais pas cours. Hein? Oui, Ah non, madame, bien ils sont sûr. majeurs et vaccinés. Voilà. Alors, on continue. Voilà. Donc, je vous ai dit ce qu'il y a ici. C'est des cellules qui entourent, c'est des membranes cellulaires de plusieurs cellules qu'on appelle les cellules de Schwann. Elles forment la gaine de myéline. La gaine de myéline favorise la transmission. Elle augmente, elle amplifie la transmission. C'est comme quand vous avez des fils électriques et il y a une gaine. Cette gaine permet qu'il n'y ait pas déperdition de courant. Voilà. Vous l'avez fait au lycée, la gaine, la cellule de Schwann. Vous vous rappelez? Vous vous rappelez ou pas? Oui. Oui. Ah, voilà. Voilà. Son rôle, c'est surtout ça. Elle amplifie le transport de l'influx. Voilà. Alors, vous avez compris, je vous reprends parce que c'est de la cytologie, le fait qu'il y a tous les organes ici, donc il y a bourgeonnement à partir de l'appareil de Golgi de vésicules qu'on ne voit pas. Ces vésicules contiennent, je vous ai dit, des neuromédiateurs comme l'acétylcholine qui vont passer après ici. De toute façon, on va l'expliquer après. Et qui vont aller jusque-là pour être exocités. On va le reprendre, hein, ne vous inquiétez pas. On va expliquer le mécanisme. Alors, on y est. Transmission synaptique. La synapse, c'est quand deux neurones se rencontrent ou un neurone et une cellule, on va dire les boutons terminaux d'une cellule neuronale avec une cellule musculaire ou neurone-neurone, si c'est dans le cerveau. Transmission synaptique, ça aussi vous l'avez fait au lycée. Qu'est-ce que c'est qu'une synapse? C'est la zone de communication entre cellules par message électrique et chimique. Je ne sais pas au lycée si on vous a parlé du message électrique, mais normalement chimique, oui. Nous, on va parler des deux et on va détailler le chimique parce que c'est là qu'on parlera de neuromédiateurs. Synapse électrique, c'est une jonction communicante, c'est-à-dire que vous avez une membrane ici, une membrane là, et vous avez passage de message électrique par un port, ici, par un port, et ces ports, ils permettent le passage, c'est un port, c'est un canal, nous on a pris l'habitude de dire canal, port on le dit parce que c'est un canal très 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 fin. Et ces canaux, maintenant, on le sait, nous, que c'est des protéines transmembranaires entre cellules
ici nerveuse, puisque ici, la synapse électrique, elle n'y est qu'entre deux neurones. Et on a passage d'un message électrique. Message électrique, c'est quoi le message électrique dans une cellule à l'échelle cellulaire? C'est des ions qui passent, voilà. Et la synapse chimique qu'on va détailler, transmission du message chimique qui est le neuromédiateur. Neurone ou neurone myocyte, regardez, j'ai mis le point-virgule ici, et on reprend toujours neurone myocyte ou neurone cellule glandulaire. Nous, on va voir neurone myocyte. Voilà, myocyte, ça veut dire cellule musculaire. Donc, on va étudier en fin de compte la synapse neuromusculaire ou la plaque motrice ou la jonction musculaire. Et c'est du pareil au même. Et on a trois parties. Contrairement à tout à l'heure, on avait deux parties, deux membranes qui étaient liées par un pore, c'est-à-dire un canal très très fin. Ici, non, on a trois parties. Zone présynaptique, elle est formée par la membrane plasmique de la partie la plus dilatée de l'axone du neurone, c'est-à-dire le bouton terminal de l'axone. Et voilà. Et vous avez la fente, c'est l'espace. Regardez l'espace. Voilà. Donc, on reprend l'axone qui véhicule les vésicules qui portent le neuromédiateur qui nous intéresse. Ils se rapprochent, voilà, et ils sont au niveau de la zone présynaptique. Nous, c'est cette zone. Pour le moment, ce n'est pas le côté physiologique qui nous intéresse, bien qu'on le voit, mais ce qui nous intéresse, c'est de situer les structures. Donc, voilà. Ici, c'est une membrane. Après, vous avez la fente, c'est un espace. Au début, on pensait qu'il n'y avait pas d'espace. Et on s'est rendu compte qu'il y avait un espace. Il est très réduit, mais il existe. C'est 20 nanomètres, on ne peut pas le voir au microscope optique. Après, vous avez la zone postsynaptique, c'est la membrane plasmique du myocyte, puisqu'on étudie la jonction neuromusculaire. Voilà. Regardez ici, on peut être curieux, il y a des récepteurs. Ici, on a fusion des vésicules, membrane avec membrane, et libération, on va le reprendre, hein, mais puisque l'image nous le montre, le schéma, on a libération du neuromédiateur qui va se mettre sur ces récepteurs spécifiques, sur le myocyte. Voilà. Alors, maintenant, on va prendre le côté, bien que je vous ai dit quelques mots, on va reprendre le côté physiologique. Signalisation de l'influx nerveux. Il faut qu'il y ait un stimulus. La membrane du neurone, avant stimulus, elle n'a pas été stimulée, elle a une DDP de moins 70 millivolts. Pourquoi moins 70 millivolts? Parce qu'on a une distribution inégale, comme on l'a vu, grâce à la pompe sodium-potassium des charges. Après, une fois qu'il y a un stimulus, un neurone peut être stimulé par un autre neurone qui libère un autre neuromédiateur, par exemple la dopamine, qui va aller agir sur un neurone qui produit de l'acétylcholine, parce que c'est elle qui nous intéresse. Et donc, une fois qu'il est stimulé, il y aura arrivée d'un potentiel d'action au bouton terminal. L'arrivée du potentiel d'action, ça veut dire déjà au niveau de la membrane, bon, je vous le rajoute, il y aura une dépolarisation, changement des charges, et ça permet au potentiel d'action de se propager. En se propageant, on aura aussi déplacement des vésicules et
pour le potentiel d'action, qu'est-ce qu'il va faire? Il va permettre l'ouverture de canaux calcium et entrée massive du calcium dans le neurone. Une fois qu'il y a entrée massive du calcium dans le neurone, en ce moment-là, on aura fusion de la membrane plasmique du bouton terminal du neurone avec les vésicules présynaptiques, c'est-à-dire les vésicules qu'il a lui-même produit, et ça permettra à l'acétylcholine de se libérer dans la fente. Regardez, voilà, ici, après on a fusion, libération, voilà, on agrandit, c'est ça qui est agrandi ici. Ici, on nous montre qu'il y a les canaux calciques qui sont ouverts déjà et qui vont permettre à ces vésicules de fusionner et d'être libérées. Alors, une fois qu'elles sont libérées, on va voir cette acétylcholine, vous vous rappelez bien, il y a une fente, elles vont se libérer dans la fente et après elles vont venir vers la membrane plasmique qu'on appelle le sarcolème de la cellule musculaire. Vous êtes à quel niveau en histologie? Vous faites… Ah, mais vous n'avez pas encore terminé le tissu conjonctif spécialisé. Après, vous allez attaquer ça, elle va vous faire ça. C'est dommage, il y a un décalage. Alors, mode d'action de l'acétylcholine sur les myocytes, donc il est libre, il arrive au niveau de la membrane plasmique regardez, on va le voir de ce côté, ça va arriver au niveau, il va se lier à des récepteurs. Les récepteurs, c'est des protéines transmembranaires au niveau de la cellule musculaire, au niveau de la membrane plasmique de la cellule musculaire, qui sont spécifiques à l'acétylcholine. Une fois qu'il y a liaison récepteur acétylcholine, il va stimuler ouverture brève de canaux calciques, entrée du calcium dans la cellule musculaire. Il y aura, vous savez, un potentiel d'action qui sera généré au niveau de la cellule musculaire le long de la membrane plasmique qu'on appelle le sarcolème. Et regardez, le sarcolème, il est particulier. Vous avez l'habitude de voir une cellule avec sa membrane plasmique qui est continue. Il épouse la forme de la cellule. Ici, dans la cellule musculaire, striée, squelettique, elle, c'est le muscle de la volonté, qui est guidé par la volonté. Voilà, regardez bien, cette membrane, elle envoie des prolongements intracellulaires, elle les envoie, voilà, c'est pas pour rien. Regardez bien, et si on suit, elle a une couleur rose. Si on suit, regardez ici, on voit qu'elle est c'est-à-dire vraiment, il y a un contact physique avec une autre structure. Regardez en gris, ou je ne sais pas comment il vous apparaît, en gris, regardez, ça, c'est le réticulum endoplasmique lisse. Comme c'est une cellule musculaire, regardez, la membrane plasmique, on l'a appelée sarcolème, donc sarco, c'est relatif au muscle. Et là, je vous ai dit, c'est un réticulum endoplasmique lisse, comme tous les réticulums endoplasmiques, mais il est particulier, il est très proche des prolongements de la membrane plasmique, il est proche, et on l'appelle le réticulum sarcoplasmique. Quel est le rôle du réticulum sarcoplasmique? Il emmagasine le calcium. Une fois qu'il y a contact entre ces prolongements de la membrane plasmique avec la membrane du réticulum endoplasmique, qui est un ensemble de membranes,
il y a transmission du potentiel d'action. Donc, ouverture, un potentiel d'action, c'est électrique. Il y aura ouverture de canaux calcium, voltage dépendant. Pourquoi on les appelle voltage dépendant? Parce qu'ils ont été stimulés par le potentiel d'action amené, véhiculé par la membrane plasmique. Et donc, ils vont s'ouvrir, c'est passif, ils s'ouvrent. Dès qu'il y a un potentiel d'action, ils s'ouvrent et il y aura libération du calcium dans le cytoplasme. Le calcium, il devrait être emmagasiné sans stimulus. S'il y a stimulus, vous avez déjà au niveau de la membrane plasmique ouverture, le fait qu'il se lie avec le… Je suis en train de reprendre. Une fois qu'il se lie avec le neuromédiateur, vous aurez une ouverture brève de canaux calcium. Entrée du sodium, ça génère un potentiel d'action le long du sarcolème. Vous allez me dire alors, mais comment se continue l'action au niveau de la membrane plasmique? C'est loin du réticulum. Non, la membrane plasmique, elle est particulière, elle envoie des prolongements à l'intérieur, des prolongements qui touchent la membrane du réticulum sarcoplasmique qui emmagasine le calcium. Il y a stimulus, il y a sensibilité, il y a des canaux qui s'ouvrent, ils ne consomment pas d'énergie, ils ouvrent les canaux et on a sorti du sarcoplasme du calcium. Voilà, il y en a beaucoup. Ça va vers là où il y a un peu, dans le cytoplasme. Et donc, voilà, donc jusque-là, on a compris. Le calcium est sorti, mais vous allez me dire, mais madame, s'il est sorti le calcium et après, eh bien, on va voir que c'est le calcium dans la contraction musculaire, parce que le but, c'est la jonction neuromusculaire. Il y a une stimulation par l'acétylcholine, il y aura contraction du muscle. Donc, comment se fait la suite pour qu'il y ait contraction au final? Je vous ai dit, le calcium est un intermédiaire. Vous allez voir comment. Liaison du calcium sur, regardez, dommage que vous n'avez pas fait le muscle, parce que dès le départ, vous allez commencer par ça, le muscle strié squelettique. Regardez, vous avez dans le muscle, vous l'avez fait au lycée quand même, on vous a dit qu'il y avait de l'actine et de la myosine et que c'était elle qui permettait en gros la contraction musculaire. Ben, nous, on va le voir. Regardez, toutes ces boules que vous voyez ici, c'est l'actine. C'est l'actine, des boules, elles sont torsadées, comme un collier comme deux colliers que vous allez entourer jusqu'à former une torsade. C'est ça l'actine. Après, vous avez ici une protéine qu'on appelle… Alors, l'actine, c'est une protéine du cytosquelette. On va faire le cytosquelette après, vous allez comprendre. Ici, c'est la tropomyosine, c'est une protéine qui lui permet à l'actine de ne pas tomber, d'avoir du corps, de rester droite comme ça. Après, regardez, ici, ce qui nous intéresse, nous, on a une autre protéine en vert, ici, qu'on appelle la troponine. Cette troponine, elle a trois sous-unités. Celle qui nous intéresse, c'est la sous-unité C. Alors, regardez, cette troponine, elle est là. Quand elle est là, nous, pour qu'il y ait contraction, il faut que l'actine soit en liaison avec la myosine. Pardon. La myosine, c'est la protéine qui permet la contraction parce qu'elle se lie à l'actine, elle se déplace sur l'actine et il y a contraction. Pour le moment, on n'est pas encore là. Regardez,
ici, on va penser que le stimulus n'est pas encore arrivé là. Pourquoi? Parce qu'on a notre troponine qui est formée de 3 sous-unités, elle est là. Elle est là. Une fois ici, regardez, elle s'est déplacée. Pourquoi elle s'est déplacée? Parce que le calcium est arrivé. Et une fois qu'il arrive, il prend sa place. Il se met là. Il démasque. Le départ de la troponine fait qu'il y a libération d'un site où peut se mettre la myosine. Et regardez ici, on nous montre que la myosine, du fait que la sous-unité de troponine est partie, la myosine, c'est celle-là, le site de fixation à l'actine est libéré, elle se met dessus, elle se déplace dessus, elle hydrolyse l'ATP, et en hydrolysant l'ATP, parce qu'elle a une partie ATPase, donc elle fait 2 choses. Elle se lie, elle a un récepteur spécifique à l'actine, et elle hydrolyse l'ATP. En hydrolysant de l'ATP, elle a de l'énergie. Cette énergie lui permet de se déplacer sur l'actine, et en se déplaçant sur l'actine, il y a contraction. Donc, liaison du calcium, on va reprendre le laïus, bien que l'image est plus parlante, liaison du calcium sur la sous-unité C de troponine, site de liaison actine-myosine démasqué. On l'a vu, regardez ici, est parti. Une fois que le calcium est lié à cette sous-unité, il va se démasquer. Regardez, elle s'est déplacée. Site de liaison actine-myosine démasqué, liaison actine-myosine et leur glissement. Hydrolyse d'ATP par ATPase de la myosine. Alors, cette myosine, peut-être je ne l'ai pas précisé, c'est de la myosine 2. Vous allez faire après le muscle en histologie, on vous parlera de notre type de myosine. Mais la myosine qui permet la contraction du muscle strié squelettique, c'est la myosine 2. Et on a contraction. Quand la contraction, à un moment, il faut qu'elle cesse, sinon on est en tétanisation. Quand la contraction cesse, la pompe calcium du RSP récupère le calcium, et là, elle va le récupérer de façon active. Vous voyez, le calcium ne repasse pas par les canaux. Il ne repasse pas par les canaux calcium, voltage dépendant. Il repasse par une pompe. Et cette pompe, elle va les pomper activement. Donc, elle va consommer de l'énergie aussi. Et après, bon, elle les récupère, c'est leur place, c'est là qu'ils doivent être stockés. Quand il n'y a pas un stimulus, il y a très peu de calcium dans la cellule. Après, on vous dit l'acétylcholine estérase qui est dans la fente, l'acétylcholine qui se trouve dans la fente, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va hydrolyser l'acétylcholine. Vous savez, l'acétylcholine, vous êtes d'accord avec moi, il est resté comme une hormone protéique au niveau du récepteur. Une fois qu'il a stimulé, il se désolidarise de son récepteur et il se retrouve dans la fente. Qu'est-ce qu'elle fait? Ça tombe bien, il y a une enzyme qu'on appelle l'acétylcholine estérase, elle va hydrolyser l'acétylcholine en choline et en acétyl. Et on aura, rien ne se perd, rien ne se crée, récupération de la choline qui est une simple molécule et acétyl par le neurone. Ça va jusque-là? Voilà. Donc, ça, c'est un résumé du mécanisme d'action de l'acétylcholine. Voilà. Donc, vous avez, à partir du neurone, voilà, les vésicules
du neuromédiateur, le calcium qui rentre, parce qu'il y a eu un potentiel d'action, ouverture des canaux calciques, fusion de ces vésicules avec la membrane plasmique du bouton terminal du neurone. Après, l'acétylcholine est libérée dans l'espace. Ici, on a des récepteurs cholinergiques, c'est-à-dire à l'acétylcholine. Si c'était de l'adrénaline, on aurait dit adrénergique. Voilà. Vous avez ici la membrane plasmique qu'on a appelé le sarcolème de notre cellule musculaire. Voilà. Vous avez entrée du calcium. Voilà. À partir du moment où il y a le récepteur à l'acétylcholine, liaison entre eux, ouverture du canaux, bref, rapidement, il ne dure pas, du sodium qui se propage grâce, on a dit, à cette membrane qui avait des, comme ça, comme on l'a vu tout à l'heure, des, comment on va appeler ça, des prolongements, des replis, des plis vers l'intérieur qui se touchent avec le REL, qu'on a appelé le réticulum sarcoplasmique, qui lui, une fois qu'il est stimulé, il va libérer, grâce à des canaux de façon passive, du calcium. Voilà. Et contraction musculaire, bien sûr, la contraction musculaire, il y a une cascade de signalisation intracellulaire qu'on a vue avec la mise en fond, l'actine et la myosine, ces deux protéines clés dans la contraction musculaire qui rentrent en jeu. Et on a vu comment ce calcium, il libère le site de liaison de la myosine qui se lie à l'actine et qui est aussi ATPasique, donc qui permet l'hydrolyse de l'ATP, qui permet le déplacement sur l'actine, c'est ça, la contraction. Voilà. Avec, voilà, contraction musculaire. Voilà, on a terminé ce cours. Vous voulez continuer? On continue? Comme vous voulez. Comme vous me dites. Parce que moi, j'ai préparé un autre cours. Je pense qu'il faudra après bon, cette semaine, on la laisse comme ça, mais après, je vais faire du présentiel et peut-être pas 6h30, 8h, c'est un peu, peut-être pour vous, c'est fatigant. C'est comme vous voulez, hein. Moi, j'ai préparé notre cours.